Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série d'Uchronie. Les Uchronies sont des histoires alternatives, c'est-à-dire des scénarios dans lesquels on écrit l'histoire du passé, mais avec une histoire alternative. Autrement dit, on pourrait imaginer des Uchronies sur si les nazis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale, si la France avait gardé le continent américain, si Hitler avait gagné la bataille de Londres, si Napoléon n'avait pas perdu à Waterloo, eh bien, qu'est-ce qui se serait passé? Mais derrière l'histoire alternative qui se prépare, ce qui est important, c'est d'expliquer qu'il y a plein de possibilités, à tout moment, de changer le cours de l'histoire. Et prenez conscience que vous avez votre responsabilité, comme le petit colibri, à tout moment, de pouvoir changer le cours de l'humanité, parce qu'il y a plein de héros, de petits héros anonymes, qui ont fait basculer le cours de l'histoire, qui se sont opposés à des tyrans, ou se sont opposés à une marche de l'histoire forcée que certains États ou certains dirigeants voulaient. Plus que jamais, dans l'époque que nous vivons, sachez que vous pouvez, par votre conscience, par vos choix et surtout votre conscience éclairée, modifier, comme le petit colibri, par vos battements d'ailes. Et donc cette nouvelle série de connaissances et conscience qui s'appelle « Et si ?» eh bien à chaque fois est là pour vous induire une réflexion différente. Et j'attends de nombreux commentaires, à la fois sur les possibilités alternatives différentes que je propose, et surtout de nouvelles uchronies qui vous intéressent. Alors, et si c'était passé différent? Commence avec l'histoire de Napoléon. Si Napoléon avait gagné à Waterloo, comment seraient devenus et la France, l'Europe et le monde? C'est parti! Napoléon Bonaparte est un destin unique, non seulement en France et dans le monde occidental, mais certainement dans le monde. De sa naissance à Ajaccio à son décès à Sainte-Hélène, voici 18 dates de la vie d'un homme qui a décidé de l'histoire de France, de l'Europe et du monde entier. En 1769, Napoléon Bonaparte voit le jour le 15 août à Ajaccio, en Corse, dans une famille modeste. Son père, Carlo Maria, avocat et greffier au tribunal, fournira les preuves de noblesse de la famille pour que son fils puisse entrer à l'école militaire en France avec une bourse du roi. En 1787, il est en formation. Il rentre à l'école militaire avant ses 10 ans et il est lieutenant en second en 1785. 2 ans plus tard, il écrit au docteur Samuel Tissot, en vogue à l'époque, afin de lui demander de l'aide pour son oncle cloué au lit à cause de la goutte. Mais le Lausannois l'ignore. En 1793, c'est la première promotion. Il est fait capitaine d'artillerie par Louis XVI en 1792 et il se fait remarquer l'année suivante dans les armées de la Première République lors du siège de Toulon tenu par les Britanniques dont la flotte doit se retirer. Il est nommé à ce moment-là général de brigade. En 1796, mariage et gloire. Célèbre pour sa répression d'une insurrection royaliste, Bonaparte épouse le 9 mars Joséphine de Beauharnais. Nommé général en chef, il lance la première campagne d'Italie contre l'Autriche et la Sardaigne et il rentre à Paris en 1797, couvert de gloire. En 1798, Bonaparte va en Égypte. Devenu un peu trop populaire pour les politiciens du Directoire, il est envoyé en Égypte afin qu'il coupe la route des Indes aux Anglais. Il va prendre Alexandrie et le Caire, mais sa flotte est détruite par les Britanniques à Aboukir. Il rentre en France en octobre 1799 et c'est surtout en Égypte qu'il va être formé à la franc-maçonnerie au rite égyptien de Memphis-Misraïm. En 1799, il prend le pouvoir. Le coup d'état militaire du 18 Brumaire de l'an 8, c'est-à-dire le 9 novembre 1799, renverse le Directoire. Un nouveau régime autoritaire est mis en place dirigé par 3 consuls. Bonaparte est désigné premier consul, doté de nombreux pouvoirs, et plus rien, à partir de ce moment-là, ne va lui résister. En 1800, il rentre dans la légende. Le 16 mai débute l'un des plus incroyables épisodes de l'épopée napoléonienne, le passage du col du Saint-Bernard, qui était réputé infranchissable,
par son armée de 45 000 hommes, de 6 000 chevaux et de 300 véhicules. Le premier consul passe le 20 mai. En 1802, la paix signée avec les Britanniques en mars, la France va récupérer la Martinique. Souhaitant reconstituer un empire colonial français en Amérique, Bonaparte rétablit l'esclavagisme qui avait été aboli en 1794 par la Convention et envoie 2 flottes vers les Antilles. En 1804, il va devenir empereur. Après avoir obtenu le titre de consul à vie en 1802, Bonaparte décroche celui qui seul est conforme à sa gloire, empereur des Français, sous le nom de Napoléon. Le 2 décembre à Paris, il est sacré par le pape Pie VII et place lui-même la couronne au-dessus de sa tête. En 1805, c'est le triomphe à Austerlitz. Le 21 octobre, la bataille de Trafalgar assure la domination britannique sur les mers. Napoléon se venge en infligeant une défaite humiliante à la troisième coalition, qui était fournie par le Royaume-Uni, la Russie, l'Autriche et la Suède. Et c'est le 2 décembre à Austerlitz, bataille des 3 empereurs. En 1807, il est au sommet. Après avoir vaincu les armées prussiennes à Iéna le 14 octobre 1806 et russes à Friedland le 14 juin 1807, Napoléon signe un traité d'alliance anti-anglais avec le tsar Alexandre Ier qui lui donne un pouvoir inégalé sur l'Europe. L'Empire français est à son apogée. En 1809, c'est le divorce. Victorieux sur les champs de bataille, Napoléon ne l'est pas à la maison, où Joséphine, qu'il a cocufié avec un jeune officier, ne lui donne pas d'héritier. L'empereur sait qu'il est fécond depuis la naissance d'un fils naturel qu'il a eu en 1806. Le divorce est signé le 15 décembre. En 1810, c'est son second mariage. À nouveau en conflit avec l'Autriche, Napoléon a fini par remporter une victoire décisive en juillet 1809 à Wagram. En plus d'une lourde indemnité payée à la France, l'empereur François Ier offre sa fille Marie-Louise en mariage au vainqueur. En 1812, c'est la Bérésina. Napoléon lance sa grande armée de 680 000 hommes, dont 15 000 Suisses, à l'assaut de la Russie. Et en septembre, il atteint Moscou qui est incendié. Il ordonne la retraite. Seuls quelques dizaines de milliers d'hommes rentrent après avoir franchi la Bérésina. En 1813, c'est le début de la fin. La grande armée détruite, les ennemis de Napoléon, que sont la Russie, la Prusse, l'Autriche, le Royaume-Uni, la Suède et la Bavière, retrouvent du courage. En octobre, il remporte à Leipzig la bataille des Nations, qui fait plus de 100 000 morts et blessés, et les Français se retirent. En 1814, c'est l'abdication. Les coalisés portent le combat sur le territoire de la France, les Autrichiens vont traverser la Suisse, et il est défait à l'issue de la campagne de France et de la prise de Paris, où les troupes russes et prussiennes entrent le 31 mars. Napoléon va abdiquer et partir en exil à l'île d'Elbe. En 1815, c'est les 100 jours. Certain du soutien des Français, Napoléon rentre triomphalement en France, restaure l'Empire, reconstitue une armée et fait face à ses ennemis. La défaite à Waterloo l'oblige à abdiquer une seconde fois et à partir en exil à Sainte-Hélène, au milieu de l'Atlantique. En 1821, Napoléon va mourir le 5 mai à Sainte-Hélène. Ulcère ou cancer de l'estomac, intoxication à l'arsenic par de la morora ou problèmes rénaux, diverses hypothèses ont été avancées sur la cause de sa mort, et en 1840, sa dépouille est ramenée en France aux Invalides, à Paris. Mais avant de voir ce qui se serait passé si la bataille de Waterloo avait été différente, voyons ce que Napoléon a apporté à la France et à l'Europe. Voyons 10 choses que l'on doit à Napoléon Ier. Parce qu'en 15 ans d'exercice du pouvoir, l'empereur n'a pas fait que la guerre. 200 ans après sa mort, beaucoup de ses grandes réalisations et réformes régissent encore notre quotidien. Lorsqu'il arrive au pouvoir en 1799, dans la période chaotique qui suit la Révolution de 1789, Napoléon Bonaparte a 30 ans. Dès les premières années du consulat, il va procéder aux réformes promises par la Révolution de Brumaire, avec pour principal outil la règle de droit. Droit, organisation administrative, création de grandes institutions, réforme judiciaire. À sa mort en 1821, des dizaines de lois et de décrets ont rénové de fond en comble l'État et la société. Les préfets ont été créés par Napoléon. Ce n'est pas à Napoléon que l'on doit la création des départements, mais à la Révolution française. En revanche, c'est sous le consulat que les préfectures, nouvelles entités administratives, sont instaurées dans le cas départemental. La fonction de préfet est créée par Napoléon Bonaparte le 17 février 1800.
Le préfet, assisté de sous-préfet, devient l'autorité centrale et unique représentant l'État sur le territoire du département, remplaçant approximativement celle occupée sous l'Ancien Régime par les intendants royaux. Les préfets retrouvent une part de leur pouvoir absolu de ceux dont les cahiers de doléances, en 1788 et 1789, réclamaient la disparition. Le préfet désigne même les maires et les adjoints des communes de moins de 5000 habitants, c'est-à-dire leur importance. Les lycées. C'est en 1802 que Napoléon Bonaparte crée les premiers lycées pour former l'élite de la nation. Il devait fournir des fonctionnaires ou des militaires dévoués pour le gouvernement, tout en permettant aux pères de famille de se consacrer davantage à leur travail, au bénéfice de la nation et moins à l'éducation de leurs fils. Les premiers lycées étaient peu nombreux et entièrement financés par l'État. Ils prenaient la suite des écoles centrales créées à la fin de la Révolution. La Légion d'honneur. Le petit ruban rouge, au revers de la veste du président de la République ou de Mimi Mati, on le doit à Napoléon Ier. La Légion d'honneur naît le 19 mai 1802 par la volonté du premier consul Napoléon Bonaparte dans un contexte hostile. Le but est de récompenser les mérites des citoyens, qu'ils soient civils ou militaires, pour les bonnes actions qu'ils ont établies. Après de longues discussions au Conseil d'État, elle est adoptée par 56 voix contre 38 au tribunat et 166 voix contre 110 au corps législatif. Plus de 200 ans après, plus de 93 000 personnes ont reçu la Légion d'honneur, la plus haute distinction nationale. Le Code civil. On pourrait dire que c'est le code du siècle ou même de ces 200 ans. Le décret du 19 Brumaire en 8, créant le consulat, avait fixé au nouveau pouvoir la tâche prioritaire de le préparer. Napoléon va réussir là où tous les gouvernements royaux et révolutionnaires avaient échoué avant lui, l'adoption d'un code des lois civiles bien rédigé, facile à interpréter, faisant triompher le droit écrit unique sur les coutumes et les législations locales qui présidaient sous l'Ancien Régime. Dès sa prise de pouvoir, Bonaparte met en place une commission de 4 magistrats, composée de Tronchet, Portalis, Bigot de Prameneux et Maleville, pour faire une synthèse du projet rédigé pendant la Révolution. Après 107 séances de discussion en Conseil d'État, 36 lois en sortirent, votées par les chambres législatives et réunies en ouvrage unique appelé Code civil des Français. Promulgué le 21 mars 1804, il sera rebaptisé Code Napoléon en 1807. Il place au-dessus de tout l'égalité, grave dans le marbre l'abolition des privilèges, proclame la non-confessionnalité de l'État, qui était le premier pas vers la laïcité, et la centralité de la cellule familiale, placée sous l'autorité du bon père de famille. Il consacre le droit absolu de propriété et l'inaliénabilité du domaine public et des biens de la nation. Avec sa culture du contrat, il marque encore de son empreinte la société française. La numérotation des rues. C'est par le décret du 4 février 1805 que le nouvel empereur a ordonné l'obligation de numéroter les maisons dans les rues de Paris. Napoléon Bonaparte adopte le système pair-impair établi par rapport au fleuve. Il commence au bout de la rue la plus proche de la Seine, dans le sens du courant, pour les rues parallèles au fleuve, avec les numéros impairs à gauche et les numéros pairs à droite. Ce système est introduit dans toute la ville, servant d'exemple en Europe. Les mauvaises langues disent qu'au départ c'était pour mieux contrôler les impôts. L'université. Encore un pilier de l'enseignement aboli par la Révolution que va recréer Napoléon. Après le gros coup de pouce donné à l'enseignement secondaire avec la création des lycées, le 10 mai 1806, l'empereur ajoute une pierre à l'édifice de l'éducation nationale en créant une institution forte qui porte son nom, l'université impériale ou napoléonienne qui jette les bases de l'université actuelle. La loi stipule « Il sera formé sous le nom d'université impériale un corps chargé exclusivement de l'enseignement et de l'éducation publique dans tout l'Empire. » L'université apparaît d'emblée comme un corps enseignant investi d'un monopole, organisé et hiérarchisé à la manière d'un ordre religieux. L'écrivain Louis de Fontanès en est nommé grand maître en 1808 et rallié à Louis XVIII en 1815, il sera fait marquis. L'Arc de Triomphe. Artistiquement, l'empereur a laissé un style, le style empire, qui n'est jamais mieux exprimé que lorsqu'il le représente ou le célèbre. Commandé en 1806 à la gloire de la Grande Armée, l'Arc de Triomphe de la place de l'Étoile, aujourd'hui Charles de Gaulle, en est le meilleur exemple. Confié à l'architecte Jean-François Chalgrin, le monument néoclassique, renoué avec la tradition des arcs de triomphe érigés sous l'Empire romain,
afin de commémorer un général vainqueur défilant à la tête de ses troupes. Sa construction débute en 1806 et s'achève en 1836 sous le règne de Louis-Philippe. Devenu l'un des symboles emblématiques de Paris et de la République française, il abrite sous son arche immense la tombe du soldat inconnu depuis le 18 janvier 1921. Le pont de Pierre à Bordeaux. Les Bordelais peuvent chaleureusement remercier l'empereur doublé du chef de guerre. C'est en effet à son auguste personne que la ville doit le premier pont pour enjamber la Garonne. Jusque-là, pour traverser les eaux limoneuses du large fleuve, on devait se contenter du bac. De passage à Bordeaux pour allier l'Espagne où il doit rencontrer les prétendants au trône, le 4 avril 1808, Napoléon prend la décision de construire le pont de Pierre. Le 25 avril à Bayonne, il signe un long décret pour moderniser Bordeaux, dont un pont de 530 mètres de long pour faciliter le commerce et le passage des armées. Cofinancé par la ville et l'État, les travaux débutent en 1812. Napoléon ne verra jamais l'ouvrage d'art qu'il a commandé, qui sera inauguré en 1822, un an après sa mort. Il comporte 17 arches de pierre, une pour chacune des lettres composant le nom de Napoléon Bonaparte, même si seul un N impérial les orne en réalité. Le baccalauréat. Alors si c'est ce sacré Charlemagne qui a inventé l'école, c'est à Napoléon Ier que l'on doit le stress du baccalauréat, le fameux sujet de philo, les cris de joie et les pleurs à l'annonce des résultats. Après la Révolution française qui avait supprimé les universités, le décret du 17 mars 1808 réorganise le baccalauréat qui devient alors un grade d'État, au même titre que la licence et le doctorat, et fixe les règles à suivre pour obtenir ces grades. Les deux nouveaux baccalauréats, celui des lettres et celui des sciences, s'inscrivent dans l'héritage de la maîtrise S.Art. Par ce décret impérial, Napoléon étatise l'éducation jusque-là tenue par l'Église afin de produire pour la nation une élite administrative et politique. La lutte contre la pollution et le ramassage des ordures. C'est par un décret publié le 15 octobre 1810, relatif aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode, que Napoléon instaure le ramassage des ordures afin de diminuer le risque de virus créé par les mauvaises odeurs contenues dans l'air. Ce premier décret national contre la pollution fonde la première réglementation nationale sur les établissements classés. Il jette les bases de notre droit de l'environnement industriel. Dans le même ordre d'idées, l'empereur a aussi décidé de construire 10 km d'égouts, assainissant ainsi Paris, et de créer également les premiers trottoirs et caniveaux qui viennent remplacer les ruisseaux stagnants. On lui doit aussi la création de la Banque de France en 1800, la vente de la Louisiane aux États-Unis en 1803, la création du premier conseil de prud'homme à Lyon en 1806, la future Bourse de Paris en 1807, le Code pénal en 1810 et la création des 22 chambres de commerce qui sera réalisée en 1822. Alors que se serait-il passé si Napoléon avait remporté la bataille de Waterloo? Beaucoup d'historiens disent qu'il aurait certainement pris Bruxelles, il aurait peut-être essayé d'avancer vers la frontière du Rhin et de l'Escaut. Mais il n'y avait aucune possibilité de succès à long terme. Il aurait certainement perdu en quelques semaines ou quelques mois, car bien que les Britanniques, les Néerlandais, les Belges et les Prussiens avaient été impliqués à Waterloo, ni les Autrichiens ni les Russes ne l'étaient, et il avait des armées de 150 à 200 000 hommes qui attendaient en coulisses. Le tsar russe voulait notamment que Napoléon soit détruit. Il ne croyait pas que l'Europe puisse rester en paix si Napoléon restait libre de ses mouvements. Alors pourquoi Napoléon a-t-il perdu à Waterloo? Napoléon avait un gros problème parce qu'il était entouré de plusieurs pays qui voulaient désespérément se débarrasser de lui. Une fois installé à Paris, il a été confronté à 4 menaces principales: l'armée anglo-néerlandaise de Wellington en Belgique, les Prussiens de Blücher en Allemagne, les Russes de Barclay de Tolly et les Autrichiens de Schwarzenberg. Cela représentait près d'un demi-million d'hommes en armes qui tous prévoyaient de converger vers Paris. La seule façon pour lui de gagner était d'utiliser au maximum le temps qu'il faudrait aux Russes ou aux Autrichiens pour gagner Paris. Pendant qu'il marchait, il devait s'occuper des autres, en particulier de Wellington et de Blücher. Alors les historiens disent que si Napoléon avait arrêté les Prussiens à Ligny, il aurait vaincu les Britanniques à Waterloo. Wellington savait que les Prussiens arrivaient, on leur avait promis qu'ils arrivaient, c'est la raison pour laquelle il a tenu à Waterloo et défendu ce pont. La chronologie réelle
de l'histoire est celle-ci. Napoléon a abdiqué le 11 avril 1814 après avoir été vaincu par les alliés de la 6e coalition. Napoléon est exilé sur l'île d'Elbe et la monarchie pré-révolutionnaire des Bourbons est restaurée et Louis XVIII devient roi de France. Napoléon va s'échapper de l'île d'Elbe et va faire la campagne de Waterloo en affrontant les Prussiens à Ligny, alors que le maréchal Ney et Wellington se battent dans la bataille peu concluante des Quatre Bras. Cet affrontement est crucial car si Napoléon gagne, il pourra se focaliser sur les Britanniques. Ceci a lieu du 16 au 18 juin 1815. Mais Wellington va battre Napoléon le 19 juin 1815. Napoléon tente d'anéantir les troupes du centre de Wellington par des attaques avant l'arrivée des Prussiens. Cependant, il s'engage trop tard après avoir attendu que le sol sèche et que Blücher arrive. Napoléon bat en retraite. Napoléon revient le 22 juin 1815 dans la capitale, défait 3 jours après Waterloo, pour constater que l'opinion publique ne soutient plus la résistance nationale. Alors que son frère Lucien pense qu'il peut encore prendre le pouvoir en dissolvant le Parlement, Napoléon sent le changement et abdique son trône en faveur de son fils, le 22 juin 1815. Napoléon est banni sur l'île isolée de Sainte-Hélène sans aucun des avantages dont il bénéficiait sur l'île d'Elbe le 23 octobre 1815. Il va mourir de cause naturelle en 1821. Alors, imaginons une chronologie alternative. Les débuts des 100 jours napoléoniens auraient pu être différents. Imaginons que Napoléon s'échappe de l'île d'Elbe et après avoir débarqué sur le sol français, il convainc le régiment envoyé pour l'accueillir de le rejoindre et de marcher sur Paris. Alors qu'il se dirige vers le nord, d'autres soldats font défection pour le rejoindre. Le roi Louis XVIII s'enfuit aux Pays-Bas. Et puis, le congrès de Vienne, le 13 mars 1815. Les représentants de l'Autriche, de la Grande-Bretagne, de la France, de la Russie et de la Prusse déclarent Napoléon hors la loi. Imaginons que Napoléon batte Wellington. Après avoir vaincu les Prussiens, Napoléon attend que le champ de bataille sèche avant de manœuvrer l'artillerie, la cavalerie, pour attaquer l'armée anglo-néerlandaise à Waterloo. Confronté à d'importantes pertes humaines, Wellington se replie vers la garnison britannique à Bruxelles les 18 et 19 juin 1815. Napoléon retourne à Paris triomphant et sans opposition, il dissout le Parlement et assume des pouvoirs dictatoriaux pour mieux défendre Paris contre les attaques et redevient empereur. Les bonapartistes, inspirés par les promesses de réforme constitutionnelle faites par Napoléon durant ces 100 jours, vont prendre le pouvoir et vont, avec ce sentiment pro-bonapartiste, créer des événements qui vont s'intensifier, créant une guerre civile dans toute la France. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est par rapport à la vraie histoire, et si Napoléon avait gagné à Waterloo, que se serait-il passé avec tout ce qu'il avait réalisé sur le plan civil, sur le plan français, avec tout ce qu'il a mis en France pendant 15 ans? Imaginons que Napoléon gagne à Waterloo. Vous avez vu qu'il a réalisé des choses incroyables qui ont inspiré tous les pays occidentaux. La création de lycées, d'universités, de baccalauréats, les légions d'honneur qu'on trouve dans tous les pays. La numérotation des rues, nous avons été les premiers, l'assainissement des égouts, tout ce qu'il a mis en place. La centralisation totale qui a permis à la France de passer à notre niveau. Eh bien, ce que j'attends de vous, c'est que vous me mettiez dans vos commentaires les possibilités de développement, comment vous voyez la France, comment vous voyez l'Europe, si Napoléon avait gagné à Waterloo, s'il était resté empereur des Français pendant une dizaine d'années. Les 20 meilleures réponses gagnent une formation en ligne. À mardi prochain pour la suite.